Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour évoquer le dossier du jour en cette semaine spéciale Côte d'Ivoire consacrée à l'élection présidentielle à venir en 2015. Deux invités nous ont rejoints sur ce plateau. Mamadou Touré, conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence de Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous également, Adama Diomandé. Vous êtes président de l'Alliance pour la défense de la démocratie et des libertés. Bonjour. Et Djemal Taleb, notre éditorialiste, est toujours sur ce plateau. Voici le dossier du jour. Un dossier qui porte sur la société civile ivoirienne qui, selon les observateurs, a parfois quelques difficultés à se démarquer des partis politiques majeurs afin de jouer un véritable rôle d'arbitre. Les organisations qui la composent réclament plus de financement et de soutien. Mais en réalité, quel est le véritable rôle de la société civile dans ce pays d'Afrique de l'Ouest? Comment peut-elle s'imposer sur la scène démocratique, sur la scène politique? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. La Côte d'Ivoire est entrée dans un cycle de crise à répétition en 1999 avec le premier coup d'État de son histoire. Depuis, on a assisté à des soubresauts politiques. Cette situation a amené la société civile à s'impliquer fortement pour la résolution des conflits entre acteurs politiques. Un rôle d'arbitre que la société civile joue depuis le retour au multipartisme en 1990. Observation des élections, dénonciation des violations des droits de l'homme sont des actions notables à mettre au compte de la société civile. Les guides religieux et traditionnels également utilisent leur pouvoir moral pour concilier les positions des partis. Comment la société civile est-elle organisée? Les organisations de la société civile sont-elles crédibles et impartiales? Les partis politiques sont-ils sensibles au plaidoyer de la société civile? Pour la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, créée en 1987, les organisations de défense des droits de l'homme ont réussi à s'imposer et obtenir des résultats grâce au fait qu'elles se tiennent à équidistance des chapelles politiques. On met en place des stratégies de lutte qui nous permettent de rester en éveil et de continuer notre combat, quelle que soit la situation. Je vais vous dire qu'on s'adapte. Sur le plan des tests, il faut reconnaître qu'il y a eu une grande évolution. Parce que la Côte d'Ivoire a connu la promotion, a fait la promotion des tests les plus fondamentaux en matière de droits de l'homme. Il y a eu un problème à Naïbli. Des organisations membres comme l'APDH, la LIDO et le MIDH étaient en avant-poste avec des personnes sur le terrain. On fait des enquêtes, on fait des déclarations. Certaines même se sont positionnées en partie civile. Donc à partir de cet instant-là, on ne peut plus caporaliser une organisation qui est si diversifiée. La situation des élections a focalisé l'attention de la société civile. L'une des plus importantes organisations est la CSCI, la Convention de la société civile ivoirienne. Regroupant ONG, associations, syndicats et organisations de défense des droits de l'homme, elle a déployé des milliers d'observateurs sur le terrain pour surveiller l'élection présidentielle de 2010. La CSI a eu la chance de faire une mission d'observation de long terme, c'est-à-dire de 2008 jusqu'à 2010, sur financement de l'Union européenne. Nous avons travaillé avec EISA, qui est une ONG sud-africaine qui maîtrise le processus électoral. Et donc, après avoir renforcé nos capacités, la CSI a mené plusieurs missions d'observation nationales et internationales. Juste quelques chiffres, 2200 observateurs pour les présidentielles de 2010, 585 observateurs pour les législatives de 2012 et enfin 100 observateurs pour les municipales régionales de 2013. Les chefs traditionnels sont des autorités morales en milieu rural, considérés comme dernier recours par les populations. Ils sont souvent impuissants à résoudre les conflits. Pour y remédier, ils ont entrepris de se former pour maîtriser les techniques de médiation dans les conflits grâce à l'appui de l'ONUCI, opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous avons tenté une médiation en Côte d'Ivoire pendant la crise passée, mais par manque de savoir, nous avons raté cette médiation. Parce que le fait que nous soyons rentrés chez un, l'autre n'a pas voulu nous recevoir. Alors que, réellement,
ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, il nous fallait d'abord obtenir l'accord des deux parties pour faire la médiation. Les guides religieux ont mené beaucoup d'initiatives pour éviter que la crise en Côte d'Ivoire ne devienne une guerre religieuse. Le dialogue interreligieux, notamment au sein du Forum des confessions religieuses, a permis d'éviter le pire. En tant que musulmans, en tant que catholiques, en tant que protestants, tous ensemble, d'une même voix, nous avons dit ce conflit est politique et non religieux. Et en tant que tel, nous nous donnons la main pour dire non à ceux qui ont intérêt à faire la guerre, pour leur dire non. Nous, musulmans particulièrement, lorsqu'il y a eu des grenades lancées dans les mosquées, nous avons dit à nos fidèles, calmez vos cœurs, saisissez vos cœurs, c'est douloureux, mais les gens veulent nous amener dans une situation où, en tout cas, il serait difficile de nous retrouver. Une guerre de religion a un commencement, mais on ne sait pas par où ça peut se terminer. Les guides religieux ont mené beaucoup d'initiatives pour éviter que la crise en Côte d'Ivoire ne devienne une guerre religieuse. Le dialogue interreligieux, notamment au sein du Forum des confessions religieuses, a permis d'éviter le pire. C'est la fraternité, l'amour qui doit régner entre tous les enfants de Dieu, quelle que soit leur obédience religieuse. Tu es catholique, tu es mon frère. Tu es musulman, tu es mon frère. Tu es chrétien céleste, tu es mon frère. Tu es adventiste, tu es mon frère. Et je crois que c'est vers ça que nous devons tendre, tous les enfants de Dieu ensemble, pour former cette Jérusalem où tout ensemble ne fait qu'un. La société civile ivoirienne joue un rôle de développement au-delà de la sphère politique. Dame Awa Kone, ancienne syndicaliste et responsable de partis politiques, a abandonné la politique au profit de l'action citoyenne. Elle a créé le ROFEDES, réseau des organisations féminines des grandes savanes, pour aider les femmes à gagner le pari de l'autonomisation et de l'indépendance financière. L'éducation de la petite fille est un credo pour nous. Et nous avons nos filles qu'on avait envoyées à l'école, qu'on a créé des écoles spéciales, des classes communautaires, où on a mis uniquement que des filles qui aujourd'hui, celles qui ont pu traverser, sont en 5e. Les organisations de la société civile ivoirienne ne sont pas épargnées par les querelles de leadership. La CSCI vient de vivre une grave crise. Elle est désormais à même de continuer son combat au service de la justice sociale. J'appelle toutes les organisations de la société civile ivoirienne, tous les citoyens ivoiriens, tous les intellectuels ivoiriens, tous les politiques ivoiriens, tous les leaders ivoiriens à vraiment se mobiliser autour d'une seule chose que nous avons en commun, c'est-à-dire le droit. Et ce droit-là sort d'où? De la Constitution ivoirienne. Nous sentons, nous, au niveau de la société civile ivoirienne, au niveau de la CSI, de la Convention de la société civile ivoirienne, un vent de changement qui est en train de s'opérer dans notre pays. Et ce vent est en train de mettre à rude épreuve la politique politicienne qui est en train de prendre tous les jours du plomb dans l'aile. Les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire interviennent dans tous les secteurs. Elles jouent un rôle important dans la préservation de la paix sociale et la décrispation politique. Elles ont contribué à préserver le pays des dérives identitaires et religieuses. Les organisations de la société civile sont cependant fragiles parce que n'ayant pas de moyens financiers pour implémenter leurs programmes sans l'appui de bailleurs de fonds. Leur vitalité et leur abnégation sont le gage du succès de la Côte d'Ivoire, un pays multiculturel et multiethnique qui veut définitivement tourner la page des démons du passé. Monsieur Diomandé, est-ce que vous avez l'impression que les organisations de la société civile ont véritablement réussi à ce pari, celui d'obtenir des résultats, suite par exemple à la crise post-électorale? Bien sûr, le rôle des organisations civiques et associatives a été positif en Côte d'Ivoire. Sinon, le résultat serait encore plus catastrophique que ça. Et vous avez écouté l'imam Cissé tout à l'heure, et sans ces guides qui sont respectés, la Côte d'Ivoire allait sombrer dans une situation plus grave que ce qu'on a connu. Vous le pensez? Oui, et aussi, je ne dirais pas que toute la société civile a été en dehors de la crise, mais les guides les plus respectés
sont restés dignes. Mais justement, vous avez soulevé à 2 reprises ce mot guide. Guide pour assimilation, guide religieux. Et on a eu le sentiment en Côte d'Ivoire, je me tourne vers M. Touré, que finalement la société civile, celle qui a été véritablement active et qui a pu agir concrètement, c'était les leaders religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'ailleurs, plus que les laïcs. Oui, mais peut-être que de par leur mission en tant que conscience, éveilleurs de conscience commune, je pense que ces religieux ont pour la plupart joué leur rôle. Comme l'a dit Adama Diomandé, nous avons vu l'imam Cissé Guidiba qui l'a dit, une organisation s'est mise en place qui regroupait différents religieux de toutes les tendances, catholiques, protestants, musulmans, et ces personnes, il faut le reconnaître, ont lancé des messages allant dans le sens de l'apaisement, ont appelé les différents acteurs à éviter des actes qui pourraient donc empirer la situation dans notre pays. Mais à côté, il n'y a pas que les religieux. D'autres organisations de la société civile ont joué leur rôle. Vous avez parlé tout à l'heure de la mission d'observation des élections par la Convention de la société civile ou par certaines organisations de la société civile, notamment les mouvements des droits de l'homme. Je parle de la LIDO, du MIDH, qui ont joué aussi un rôle important. Est-ce qu'ils ont été entendus à l'époque ? Je ne sais pas, vu la crise que nous avons vécue. Voilà. Mais il faut reconnaître aussi que d'autres acteurs de la société civile, malheureusement, n'ont pas joué leur rôle, se sont politisés, ont préféré être les fers de lance pour certains partis politiques. Lesquels, par exemple? Je peux vous dire, quand vous prenez, allons à l'origine, quand vous prenez l'origine des conflits liés à notre Constitution au moment donc en 2000, lorsque le général Guéhi avait réuni un certain nombre d'acteurs pour faire la Constitution de notre pays, il s'est trouvé des organisations de la société civile qui ont prôné des textes xénophobes, exclusionnistes, et qui ont demandé on favorisait en tout cas toutes les dispositions confligènes contenues dans notre Constitution. Mais sans revenir à 2000, on en a entendu, on en a vu aussi, même juste avant la crise électorale et pendant la crise électorale aussi, M. Diomandé. Oui, mais parce que les partis politiques déteignent souvent sur la société civile. Et moi, je vous dis, je suis un président d'une association. Bon, cela ne m'enlève pas ma conviction de soutenir une personnalité politique ou bien d'adhérer à une ligne politique. Mais il faut avoir l'honnêteté, quand le problème se pose, de choisir et dire, ne pas amplifier ce qui a été mal. Et en Côte d'Ivoire, les sociétés civiles, notamment proches de Laurent Gbagbo, ont amplifié l'ivoirité, ont amplifié la catégorisation. Et ça, il ne fallait pas l'accepter. Je pense que si une société civile bien organisée aujourd'hui en Côte d'Ivoire éviterait qu'on retombe dans la situation qu'on a vécue. Alors, Djemal, justement, le problème a été particulier en Côte d'Ivoire. Monsieur Diomandé vient de soulever, par exemple, ces organisations proches du FPI, on va dire, de Laurent Gbagbo, qui ont mis en avant l'ivoirité. Et donc, forcément, il y a dû avoir une réaction d'autres organisations de la société civile, ce qui a conduit finalement à un engrenage. Sans doute, mais le cas ivoirien est pas seulement ivoirien, il est africain. C'est-à-dire que l'un des gros problèmes que nous avons sur notre continent, c'est la faiblesse, sinon la misère de notre société civile. Elle est quasi inexistante. Je fais une comparaison d'une extrême à une autre, je fais exprès délibérément, mais elle n'est pas hasard. Les statistiques d'Eurostat, l'organisme européen chargé des statistiques, comptent dans chaque citoyen suédois est membre de 5 à 6 associations. Ça vous donne un peu l'idée. Il n'y a pas un mécanisme de comptage comme ça sur le continent africain, mais c'est vous dire l'écart. La deuxième chose... Bon, quand on est préoccupé à savoir comment se nourrir, on ne pense pas aller dans une association. Cela n'empêche pas l'autre. Le deuxième élément, rare est un jeune Français ou un jeune Européen qui n'a pas une association pour aller développer le continent africain. C'est louable, c'est très bien.
Il peut aussi la faire dans sa région, d'ailleurs, au demeurant, probablement qu'il le fait. La chose qui m'inquiète, c'est que rares sont les associations africaines, entre Africains eux-mêmes, pour remettre une couche de peinture dans un collège. Et donc, nous avons une vraie difficulté à nous organiser en société civile, il faut le faire entre nous-mêmes. Je vous mets de côté l'insulte, et je ne la ferai pas. C'est le continent africain. Les partis politiques représentent 1% du corps électoral, nous le savons tous. Il n'y a pas un syndicat qui n'est pas politisé, nous le savons très bien. C'est-à-dire qu'il est souvent suscité par les organisations politiques pour des buts bien donnés, nous le savons tous. Il y a rarement un corps des architectes, des médecins capables de faire le contrepoids. En définitive, une société civile, c'est quoi? C'est un corps intermédiaire entre la population et le corps politique. Or, celui-là manque chez nous. Un dernier exemple. Montrez-moi un des rares pays africains, il y en a sans doute, mais très peu, où les observations électorales sont faites par les associations des pays. Elles existent tous, mais elles sont généralement pas outillées pour ça, et le pouvoir politique les installe. On va y revenir. Et je finis juste. C'est très bien. C'est très bien les sociétés traditionnelles, mais les sociétés traditionnelles sont par essence traditionnelles. Elles ne sont pas toujours adaptées à ce que nous cherchons. Alors Mamadou Touré, effectivement, la question du financement se pose régulièrement pour ces organisations. Et parfois, pour trouver des financements, elles font appel à des partis politiques et, à un moment donné, sont considérées comme étant affiliées ou associées à ces partis politiques, d'où découle un manque de crédibilité parfois qu'on peut leur reprocher. Où peuvent-elles trouver, ces associations, des financements en dehors, justement, du giron politique ? Permettez-moi d'aller un peu en arrière. Je ne pense pas que c'est le manque de financement forcément des organisations de la société civile qui les amène à aller vers les partis politiques. Je vais rejoindre un peu Djemal. Je pense que les partis politiques ont eux-mêmes suscité des organisations de la société civile pour servir des causes. Quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, depuis le temps du parti unique, certains mouvements ont été créés au niveau donc, des enseignants, que ce soit au niveau donc, des collèges ou de l'université. Je vous parle du grand syndicat qui est le SINARES, qui est un syndicat donc, des enseignants du supérieur. Ce syndicat a été créé à un moment donné où certains acteurs n'avaient pas la possibilité d'agir en tant que formation politique. Et même après le multipartisme, des syndicats comme le SINARES ont été fortement instrumentalisés. Quand vous regardez le rôle de ce syndicat dans la crise post-électorale, Niamey Messou, qui en était donc le premier responsable, était l'un des plus extrémistes soutiens donc à Laurent Gbagbo, déviait ici ce mouvement donc de sa vocation. Maintenant, comment... À plusieurs reprises, on pointe du doigt le camp Laurent Gbagbo en évoquant des exemples. Oui, il doit certainement y avoir des exemples dans le camp adverse. Vous ne pouvez pas dissocier le printemps de la société civile en Côte d'Ivoire du Front populaire ivoirien. Je vous dis, historiquement, ce parti politique qui a évolué d'abord dans la clandestinité et qui n'avait pas la possibilité d'agir de façon visible, a utilisé des mouvements de la société civile un peu partout, syndicats d'enseignants, syndicats d'étudiants, je vous parle de la FESI, au niveau donc de la santé. Mais le RDR l'a fait aussi. Il y a eu certainement, puisque quand vous prenez les textes du RDR, ce parti se propose donc de collaborer avec des organisations de la société civile, mais le RDR n'a pas instrumentaliser des mouvements, citez-moi un seul. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je le dis, sur la base du vécu, je dis, le RDR n'a pas instrumentalisé des organisations de la société civile. Vous faites partie du RDR, donc il est logique que vous nous disiez cela. Donnez-moi le nom d'une organisation de la société civile. On s'attendait à une part de franchise de votre part, de pouvoir parler de manière neutre. Mais dites-moi de façon très franche, quelle est cette organisation de la société civile instrumentalisée par le RDR qui a eu à agir comme le SINARES ou d'autres organisations comme la FESI, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est dommage qu'on n'ait pas sur ce plateau des membres, par exemple, du FPI, qui auraient pu peut-être nous donner des exemples contraires. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le président Alassane Ouattara, c'est de renforcer le rôle de la société civile et l'amener à jouer réellement son rôle. Vous savez que la dernière révision de notre commission électorale indépendante a vu un renforcement du rôle de la société civile. Les organisations religieuses, l'ordre des avocats, les chefs traditionnels ont des représentants. Sur le financement, puisque c'était votre question, je pense que
d'abord, il revient aux organisations de la société civile de s'organiser à travers des projets pertinents, d'attirer donc des financements. Ces financements peuvent être aussi bien internes qu'externes. Et pour notre part, nous savons que certaines organisations de la société civile, sans tenir compte forcément de leur penchant idéologique, ont eu des soutiens de l'État pour des activités spécifiques. Monsieur Diomandé, vous voulez réagir avant qu'on termine ce débat? Oui, moi je pense que les organisations, les associations ne devaient pas que jouer des rôles politiques. Il y a des associations, il y a des organisations, il y a des ONG qui s'occupent de la vie du quotidien. Et moi, j'en connais qui ne sont pas affiliés à un parti politique et le rôle, moi, par exemple, à mon association, je ne m'en cache pas, je soutiens un parti politique, une personnalité, mais c'est là, je ne suis pas instrumentalisé par le RDR. Pas du tout. J'ai ma libre... Et on s'est rencontrés souvent ici. Je défendais une position politique. Mais quand il s'agit de défendre la liberté et l'égalité démocratique, ben à ce sujet, j'ai créé un site. Tous les critiques positives du FPI passe sur ce site Ivoire Soroma. Ça voudrait dire que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, si les acteurs politiques associatifs disaient réellement la vérité aux dirigeants qu'ils soutiennent, ce qui s'est passé au Burkina ne se serait pas passé. Je pense que la déclaration de Blaise, si elle avait été faite 48 heures avant, il sortait grandi de cette situation. Le problème est que les dirigeants souvent ne veulent pas écouter ces personnes qui sont souvent différentes et qui sont dans la population. Parce que quand on est enfermé dans une situation, on ne dit pas souvent la vérité. Nous, notre rôle, en tant qu'association, nous devons dire la vérité, même si cela fait mal dans notre propre camp. Merci à vous, Monsieur Diomandé. Adama Diomandé, on rappelle que donc, vous êtes présidente de l'Alliance pour la défense de la démocratie. L'association pour... De l'association. Ah, de l'association. D'accord, alors on précise. Mais c'est toujours pour défendre la démocratie et les libertés. Les libertés, c'est bien ça. C'est l'essentiel. Et puis, pour avoir nos activités, nous avons créé un site Ivoire Soroma qui, en tout cas, relate l'actualité ivoirienne et ouest-africaine. Merci à vous. Merci également à vous, Mamadou Touré. Vous êtes conseiller technique chargé de la jeunesse et des sports à la présidence en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Et merci à vous, Djemal Taleb. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.